15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste d'investigation, écrivain, animateur de radio et de télévision français pendant notamment 30 ans avec Perdu de vue, Témoin numéro 1 ou encore L'heure du crime sur RTL où il racontait les plus grandes histoires criminelles et enquêtait sur les disparitions. Aujourd'hui, il officie toujours sur TFX dans Chronique criminelle et aujourd'hui, Jacques Pradel vient nous voir pour l'univers du crime. Le passage à l'acte, c'est une soirée assez exceptionnelle qui aura lieu le 27 mars au cinéma CGR Port des Lilas avec une retransmission en streaming où les plus grands experts seront réunis pour décrypter les affaires les plus marquantes. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité aujourd'hui en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Cyrielle. Écoutez, je suis ravie de vous revoir parce que c'est vrai que c'est la deuxième fois que je vous reçois. Absolument. Mais là, nous sommes en direct et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité chargée, mais aussi tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va donc tenter cette expérience ensemble. Bon courage. Jacques Pradel, je crois savoir que vous êtes né à Paris un 11 février dans les années 40. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Dans les années 40. Oui, c'est pas ça ? Plutôt, si vous m'aviez dit en 1947, je vous aurais dit oui. C'est vrai, absolument, je pense que c'est l'élégance qui fait que je n'y vais pas. On va dire que c'est la fin des années 40. Vous permettez à quelqu'un qui constate quand même, comme tous les gens qui sont dans mon cas, que les années passent et repassent, si j'ose dire. Donc on préfère dire je suis né à la fin des années 40 qu'au début des années 40. Vous avez bien raison. J'aime beaucoup votre sens de la précision. Ça me permet quand même de vous ramener à ma question, Jacques Pradel. Oui. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'étais un enfant très sage. Extrêmement sage. J'avais compris, je crois, très vite qu'il fallait pas énerver les adultes et que moins on disait, plus on était tranquille. Donc voilà, j'ai été de la vie générale, des gens qui m'ont parlé de moi à cette époque, y compris ma maman, bien sûr, que j'étais si sage d'ailleurs que j'ai gardé un témoignage visuel et photographique de cette époque-là, parce que j'étais tellement sage, j'incarnais tellement l'enfant sage que ma maman avait un ami photographe qui avait une boutique de photographes dans le 9e arrondissement à Paris, et il lui a dit « Attends, ton fils, je ferais bien une carte postale. » Procédé Mexichrome, vous voyez, parce que la couleur n'était pas encore dans toutes les pellicules photographiques. Bon, voilà. Et donc, j'ai une photo de moi tranquille, assis par terre, jouant avec une girafe, voilà, et avec un sourire épanoui. Jacques Pradel, est-ce que vous êtes resté quelque part cet enfant sage que vous étiez petit ? Non. Bien sûr, je me suis rebellé dès que j'ai pu contre ce qui me dérangeait, et comme tous les adolescents, évidemment, vous savez, j'avais quasiment 20 ans en 1968, c'est vous dire. Donc voilà, et en tout cas, je me suis fait à l'époque une promesse, vous savez, ce genre de promesse qu'on se fait à soi-même, on n'en parle pas forcément aux autres. Je me suis dit, si un jour j'ai des enfants, je ne les obligerai jamais à faire quelque chose de ma propre autorité, sauf évidemment si leur sécurité est en jeu, bien sûr, mais je leur laisserai toujours le choix. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. On vous a laissé le choix à vous ? Non. C'est justement, vrai non, il fallait, vous savez, c'est une époque quand même, les années 50, où voilà, et puis un peu plus tard, quand je voulais être comédien, moi, dans la vie. C'est mais vrai. Dans ma famille, on disait, bon, d'accord, on verra plus tard. Oui. Passe ton bac d'abord, oui. Et puis après, on verra les choses pas sérieuses que tu envisages pour ta vie, quoi, voilà. Quelque part, le métier que vous faites, j'ai tendance à dire, pour être très franche, Jacques Pradel, en vous entendant parler, que les journalistes que nous sommes, quelque part, sont un peu des artistes qui sont passés à côté.
Oui, passer à côté ou qui se rattrapent comme ils peuvent aux branches qu'ils peuvent saisir. Voilà, j'ai jamais été comédien. J'ai été comédien amateur, évidemment. J'ai participé à des petites troupes de comédiens amateurs avec un immense plaisir. Mais je ne suis pas devenu le Alain Delon des années. Mais vous racontez suivantes. pour autant des histoires. Ah oui, bien sûr. Avec un talent de comédien. Et avec plaisir, en tout cas. Voilà. Jacques Pradel, vous allez étudier le droit, puis intégrer Sciences Po. Vous nous direz si c'était votre choix ou non. Cette fois-là, vous restez 2 ans avant de renoncer aux études. On a peut-être la réponse. Et vous vous lancez dans une carrière de journaliste. Oui. Vous ferez d'ailleurs une carrière d'enquêteur, notamment dans les faits divers, on va le voir. Pourquoi ce ou ces choix, je dirais? Mais c'est pas des choix. En tout cas, quand je réfléchis à cette période, les choses sont arrivées. Alors, je réponds à votre question, pas de problème. Hein. Les études, le droit, Sciences Po, etc., c'était pour faire plaisir à ma famille. Bon, et il se trouve que j'ai jamais terminé Sciences Po parce que mon examen de 2e année, je crois, ou de 3e année, enfin bon, c'était en mai 68, quoi. Vous voyez, mai-juin 68. C'était Donc, la rébellion. Voilà, et comme étudiant, je gagnais un peu ma vie. Vous savez, les étudiants se donnent des petites infos en disant « Ah, tu devrais... pour des petits boulots, quoi. » Voilà. Et moi, j'étais téléphoniste à Europe 1 à l'époque. Vous voyez ? Et puis, un jour, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné vraiment envie de faire de la radio. Et ça a été le début d'une grande aventure. Je crois que vous êtes parti aux Pays-Bas sur Radio Nederland. Vous Exact. êtes devenu correspondant à Vous savez Amsterdam tout, sur vous êtes France une Inter. enquêtrice hors pair. Écoutez, j'essaye. 5 ans plus tard, vous rejoignez France Culture, puis de nouveau France Inter, où vous travaillez notamment auprès de Françoise Dolto. Oui. Que vous a-t-elle appris ? Elle m'a appris, je dois dire que j'ai vécu ma maturité un peu tardivement grâce à cette rencontre. Parce que j'ai rencontré une femme qui m'a inspiré, qui m'a appris le respect pour tout être humain, quel que soit son âge, y compris les bébés. Alors, on a souvent brocardé Françoise Dolto en disant « Oui, mais elle parle comme les bébés, elle pense que les bébés la comprennent, etc. » C'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'un enfant, même tout petit, a droit à un minimum de respect. Qu'on ne fasse pas, qu'on ne l'oblige pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, voilà, par exemple. Donc C'est ça me peut-être parlait. Hein. La précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être Montessori, l'enfant plus libre, peut-être plus épanoui dans ce qu'il a envie d'être. Oui, absolument, absolument. Elle allait même très loin puisque elle disait il faut pas espionner ses enfants. Elle était contre. Vous savez, tous les jeunes parents veulent mettre une caméra ou un micro dans la chambre du petit ou de la petite pour se rassurer. Mais même ça, elle disait non. La mère, en tant que mère, doit toujours ressentir si son enfant est en danger. Alors peut-être on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'était un personnage exceptionnel. Jacques Pradel, à la quarantaine, vous arrivez sur TF1 avec L'amour en danger, sur des couples qui parlent de leurs problèmes, avant de vous retrouver avec L'Odyssée de l'étrange, un magazine sur les phénomènes naturels inexpliqués, et puis Perdu de vue, dont le but était de lancer des appels à témoins pour faire se retrouver des personnes qui s'étaient, comme vous le disiez dans le titre, perdues de vue. C'est un peu peut-être l'ancêtre de Y'a que la vérité qui compte aujourd'hui pour démocratiser un peu. Oui, on peut dire ça, mais enfin, voilà, quoi. Une émission, en tout cas, d'appel à témoins qui a ensuite généré dans le même temps, je crois, ou juste après, avec Témoin numéro 1, dont le but était là de chercher et retrouver des personnes disparues, toujours sur le principe de l'appel à témoins. Au regard de votre parcours, Jacques Pradel, et de ce que l'on vient de se dire, vous avez toujours, je crois, eu à cœur de faire... Attention, le terme est peut-être mal choisi, mais du sensationnalisme dans le bon terme, qui a du sens et qui a donné naissance à tant d'autres programmes toujours existants aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est le cas ? Je dirais que ce qui était sensationnel, pour reprendre votre expression, à l'époque, c'était simplement de donner la parole à monsieur et madame tout le monde. Si on avait envie d'entendre la vie et de parler de la vie de Français moyens, comme on dit, c'est-à-dire vous ou moi, et ces gens n'apparaissaient
à la télévision à l'époque que s'ils avaient fait peut-être un crime, justement, alors on parlait d'eux, un fait divers, quoi. Il fallait avoir participé à un fait divers pour qu'on parle de vous. Et nous, on donnait la parole à des parents, à des familles, inquiètes parce qu'ils aimaient beaucoup quelqu'un qui avait subitement disparu. Ils s'inquiétaient de savoir ce qui s'était vraiment passé, et on les aidait. C'était une émission d'entraide qu'on proposait. C'est-à-dire que les téléspectateurs appelaient s'ils pouvaient donner une petite information, parce que le hasard fait souvent bien les choses. On l'a montré très souvent dans cette émission. Mais perdu de vue, c'était une émission familiale. Et avec Pascal Brognaud, quelques années plus tard, on s'est dit, mais peut-être que ce principe du témoignage, on peut peut-être l'appliquer à des affaires en panne, ce qu'on appelle aujourd'hui, mais pas à l'époque encore, des cold cases. Ouais. C'est-à-dire relancer des affaires qui n'aboutissent pas, en espérant que de nouveaux témoignages puissent arriver et relancer la justice. Voilà ce qu'on a fait. Et c'était la première fois qu'on faisait ça. Ouais. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, vous avez eu raison ou tort d'avoir raison trop tôt, parce que cela a été sujet à critique? Évidemment, plus ça marchait, plus ça marche, plus vous êtes... Entre 7 et 10 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Quand j'ouvrais le journal à l'époque, au début des succès de Perdu de vue et de Témoin numéro 1, j'avais l'impression qu'on me parlait de quelqu'un d'autre que moi, quoi. Voilà, parce que à partir d'un certain degré de notoriété, vous ne vous appartenez plus, comme on dit. C'est une formule qui a tout son sens, vraiment. On dit ce que vous pensez, on dit ce que vous avez fait, qui est souvent faux, évidemment, triplement faux. Et voilà, quoi. Mais quelque part, je considère que c'est aussi la règle du jeu, que ça se passe comme ça. Je me suis jamais plaint d'être une victime. Il y a des gens beaucoup plus malheureux dans la vie, évidemment, qu'un journaliste qui est en but à des campagnes de presse. Jacques Pradel, on va vous retrouver ensuite sur Europe 1 avec Café Crime, les dossiers Pradel sur Vivolta, l'heure du crime sur RTL pendant de nombreuses années, ou encore aujourd'hui sur TFX dans Chronique criminelle. On a la sensation que c'est toute votre vie finalement. Est-ce que vous avez scellé votre goût du fait divers avec Témoin numéro 1 où il y a eu quelque chose? Ah oui, non, avec Patrick Menet, qui était mon co-présentateur et néanmoins ami, et toujours ami aujourd'hui, on a fait une plongée profonde dans le monde judiciaire, et on a découvert des choses, d'ailleurs, au-delà des idées toutes faites. On a découvert que tous les flics sont pas des SS. Si vous me passez l'expression, qu'il y a des gens formidables chez les juges, il y a des cons aussi, hein. Il y en a quelques-uns, mais la majorité des gens qui font partie de ce qu'on appelle la chaîne judiciaire sont des gens admirables, vraiment. Et je suis sérieux quand je dis ça, quoi. Est-ce que vous estimez que vous êtes le précurseur, peut-être avec Pierre Bellemare, je ne sais pas dans à quel niveau, qui était là avant ou après, vous me le direz évidemment, Jacques Pradel. Mais est-ce que vous êtes les précurseurs du fait divers à la télévision qui a fait naître tellement d'autres programmes que nous voyons sur toutes chaînes confondues aujourd'hui? Oui, mais Pierre Bellemare a été le pionnier avec un P majuscule. J'ai la chance d'avoir travaillé avec lui, entre autres. Mais c'est pas lui qui m'a donné le goût de ça, parce que Pierre Bellemare, je l'ai rencontré à la radio, à France Inter notamment, en faisant pas mal d'émissions, et à Europe 1, évidemment, beaucoup plus tard. Mais ce qui m'a donné vraiment... Alors, est-ce qu'on peut parler de virus? Le virus, en tout cas, du décryptage. C'est-à-dire essayer de comprendre un mystère criminel pour essayer de l'expliquer ensuite au public, en satisfaisant ma propre curiosité, évidemment. Ça, je l'ai vécu en fabriquant cette émission pour TF1, donc Témoin numéro 1. Jacques Pradel, je ne sais pas si je suis en droit de vous amener sur ce sujet-là, mais je vais y aller quand même.
La dernière fois que vous êtes venu nous voir, vous êtes venu pour votre tournée conférence dans les cinémas de France pour découvrir ces histoires vraies et passionnantes où un grain de sable faisait basculer l'enquête. Je sais qu'il y a quelque chose en vous, peut-être un grain de sable que vous n'avez pas forcément résolu. Est-ce que vous voudriez bien peut-être nous le dire ou pas ? Une histoire personnelle, peut-être familiale. Ah non, je parle pas, non, il n'y a pas de grain de sable à chercher de ce côté-là, et en tout cas, publiquement, non, pas du tout. Jacques Pradel, aujourd'hui, vous venez nous voir pour une soirée assez exceptionnelle qui s'intitule L'univers du crime, le passage à l'acte, qui aura lieu donc le vendredi 27 mars à 20h au cinéma CGR Porte des Lilas avec une retransmission en streaming. C'est un événement que vous présenterez avec le général François Daoust, un ex-gendarme, spécialiste de l'expertise scientifique judiciaire. Forcément, François Daoust, on le connaît, il était encore interrogé il n'y a pas si longtemps sur l'affaire du petit Émile il y a peu pour expliquer le fonctionnement d'une enquête, et c'est principalement le thème de cet événement. Oui, absolument. C'est-à-dire que cet événement, pour en savoir plus sur comment ça va se passer, il faut se souvenir d'un truc, universducrime.com. Vous allez là-dessus et vous aurez en plus les photos et le replay d'un certain nombre de choses qui se sont passées il y a un an lors de la première édition. Là, on est à la deuxième édition de cette rencontre qui est destinée à une chose très simple. C'est de réunir sur un plateau de salle de cinéma, ce qui est le cas donc, une dizaine de membres de ce qu'on appelle la chaîne judiciaire. Ça va du magistrat à l'avocat, en passant par l'enquêteur, gendarme ou police nationale, l'expert, puisque j'ai cité Daniel Zaguri, il est l'un des experts. L'autre expert, c'est Philippe Charlier, qui est un expert, lui, en médecine légale. Et ça va jusqu'aux journalistes. Alors, vous me direz, mais ah bon, ils sont dans la chaîne judiciaire ? Ben oui, bien sûr, parce qu'ils racontent les histoires à l'opinion, ils racontent les procès. Vous faites référence à Frédéric Lantieri, que l'on retrouve dans Faites entrer l'accusé. Voilà, et Stéphane Boucher, qui travaille régulièrement sur Chronique criminelle aussi, que je connais bien. Et les journalistes... l'idée de principe, je veux vous dire plusieurs choses à la fois, donc je vais les dire une par une. La première chose, c'est de raconter au public comment se passent vraiment les réactions de la chaîne judiciaire lorsqu'il y a une affaire criminelle en route. Je vous dis tout de suite que ça se passe pas complètement comme au cinéma ou dans les séries. Voilà. On appelle, dans la réalité, on n'appelle pas le juge votre honneur, hein, comme le font quelquefois les gens. Bon, tous les avocats en parlent. Bon, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que nous partageons tous une vraie passion pour les affaires criminelles. Alors, c'est pas une passion morbide, il y a rien de macabre là-dedans, mais à des titres divers, nous partageons cette passion. Alors, comment un procureur de la République ou un procureur général, quel est son rôle lorsqu'une affaire se déclenche ? Quels sont les droits et les limites de l'enquête de police ou de gendarmerie qui va avoir lieu ? Qu'est-ce qu'on demande aux experts ? Est-il sérieux de demander à un expert est-ce que cet homme est dangereux ou cette femme est dangereuse alors qu'il a vu une personne et qu'il est sous-payé au passage, et qu'il a vu une personne pendant quelques heures seulement, et on lui demande de se reporter quelquefois quelques années en arrière pour dire si... Est-ce qu'au moment du crime, la personne était dans une pulsion meurtrière, explicable, etc., etc. C'est des questions auxquelles il est très difficile de répondre. Bon. Deuxième chose. Je vous amènerai sur ce sujet dans un instant. Voilà. Troisième chose, le passage à l'acte, évidemment, le grand mystère du passage à l'acte, parce qu'en général, qui peut répondre à notre question pourquoi il a fait ou elle a fait ça ? C'est l'auteur. Et l'auteur, en général, soit il a oublié, mais sincèrement, soit il est amnésique de ce qu'il a fait. Ça s'explique psychiatriquement, on en parlera avec Daniel Zaguri. Soit
ses avocats lui ont conseillé, à juste titre, de pas trop en dire, pour faire en sorte que la peine soit la plus légère. Bon. Donc, Ezaguri, que je viens de citer encore une fois, parce que je suis pas obsédé par Daniel Ezaguri, mais on a de longues conversations ensemble, donc j'y fais référence. Ezaguri me dit toujours, quand on parle de ça, le pourquoi, c'est un fantasme. Oui. On n'aura jamais la réponse complète. Pour avoir des débuts de réponse, il faut s'intéresser au comment. Et le comment, c'est l'enquête, c'est l'instruction, c'est le procès également, parce qu'il y a des procès qui basculent brutalement en cours de débat. Et c'est avec le comment qu'on peut peut-être commencer à se mettre sur la piste du pourquoi. Voilà. Et l'autre chose, c'est que faut-il faire de la prescription par rapport à la prescription judiciaire qui était de 10 ans jusqu'en 2017, qui a été portée à 20 ans. Est-ce que c'est suffisant compte tenu des progrès de la police scientifique ? Vous voyez que les sujets de conversation sont immense. D'ailleurs, mon boulot le 27 mars, ça va être de tenir le temps. Mais bon, écoutez, j'ai tellement de questions en vous entendant parler. Parce que moi aussi, j'en ai beaucoup pour mes invités. Jacques Pradel, évidemment. Et justement, vous parlez de la prescription. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui vous tient à cœur. Quel est votre avis sur la question de la prescription aujourd'hui ? Moi, je vous réponds, je vous explique je prends pas le temps parce qu'on serait trop long. Je sens que je suis un peu bavard. Moi, je suis persuadé qu'il faut au moins, au minimum, doubler la période de prescription, c'est-à-dire la porter à 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 20 ans ? Oui. Voilà, elle est de 20 ans. Mais les progrès de la police scientifique nous montrent, avec l'affaire du grêlé, avec l'affaire de la petite fille de l'autoroute, comment un crime peut être résolu 30, 35, voire 40 ans après. Alors, au-delà de cette période de 40 ans, c'est moins défendable parce que la mémoire s'efface, les principaux témoins ont disparu, naturellement ou pas. Et donc, on peut dire que 40 ans, ce serait vraiment une mesure de justesse et de justice pour les familles, en pensant aux familles de victimes. Parce que pour une famille de victimes, quelqu'un qui a perdu quelqu'un au cours d'un acte criminel, quand le juge dit il va y avoir un non-lieu, c'est inacceptable, c'est inentendable. Non-lieu, ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir, il ne s'est rien passé, etc. Voilà. Vous faites peut-être aussi allusion à un crime de sang, celui de Marie-Thérèse Bonfanti, qui a été résolu 36 ans après sa disparition, qui ne peut plus être jugé aujourd'hui, alors qu'on connaît l'auteur des faits, qui s'est lui-même révélé. Justement, sur le sujet, Gérald Darmanin s'est dit favorable à mettre fin à la prescription pour les crimes de sang. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce sujet-là ? Non, mais je pense qu'il a parlé trop vite. Certainement, très sincèrement, mais je pense, moi, alors au nom de notre société, que le seul crime qui mérite de ne jamais être, qui mérite d'être imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. Voilà, les jeux sont clairs, il ne peut pas y avoir deux crimes imprescriptibles. On a votre avis sur la question. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Jacques Pradel, venu nous voir pour l'univers du crime, le passage à l'acte qui aura lieu le 27 mars au cinéma CGR Porte des Lilas. Toutes les infos sont réunies sur universducrime.com. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina.
Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'armée israélienne a identifié le deuxième soldat tué hier dans le sud du Liban. Il s'agit du sergent-chef Or Demri, âgé de 20 ans. Il a été tué lorsqu'un projectile, probablement un missile anti-char ou un obus de mortier, a tué son char. L'attaque du Hezbollah a également coûté la vie au sergent de première classe Meher Kater, 38 ans, et a légèrement blessé un autre officier. Une personne est décédée dans le centre d'Israël après une attaque de missiles balistiques tirés depuis l'Iran. Les secouristes pensent que l'explosion pourrait être liée à des munitions à fragmentation. 2 autres personnes ont été légèrement et grièvement blessées dans cette attaque. L'OTAN a intercepté un missile iranien au-dessus de la Turquie. Il s'agit du 2e incident de ce type en 5 jours. Les fragments sont tombés en zone dégagée sans faire de blessés. La coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban se rend en Israël alors que les combats s'intensifient entre Israël et le Hezbollah. Elle doit rencontrer des responsables israéliens pour promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1701. Elle exige que seules les forces armées libanaises opèrent dans le sud du Liban. Le Hezbollah qui a salué la nomination de Mojteba Khamenei comme nouveau guide suprême de l'Iran après l'assassinat de son père Ali Khamenei par des frappes américano-israéliennes. Dans un communiqué, le groupe a exprimé sa loyauté et son engagement envers le nouveau guide. Le Hezbollah a par ailleurs repris les attaques contre Israël la semaine dernière en représailles à l'assassinat d'Ali Khamenei. Emmanuel Macron a affirmé préparer une future mission purement défensive pour réouvrir le détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron est arrivé à Chypre où il a témoigné la solidarité de la France avec cet État de l'Union européenne qui a été visé par un drone iranien le 2 mars. Il se rendra par ailleurs cet après-midi sur le porte-avions Charles de Gaulle qui est arrivé en Méditerranée orientale. Enfin, la France va organiser 7 vols supplémentaires dans les prochains jours et ce pour rapatrier des Français bloqués au Moyen-Orient. De nombreux étrangers, dont des touristes français, sont restés bloqués dans la région. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Jacques Pradel et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banque du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Jacques Pradel, venu nous voir pour l'univers du crime, le passage à l'acte, une soirée exceptionnelle qui aura lieu le 27 mars au cinéma CGR, Porte des Lilas, où les plus grands experts seront réunis pour décrypter les affaires les plus marquantes de ces 30 dernières années. Jacques Pradel, forcément, on a envie d'en savoir plus, quelles sont les affaires qui seront évoquées. Je crois savoir que chaque intervenant aura son histoire à raconter. Absolument, je vais leur demander à tous et à toutes est-ce qu'il y a une histoire qui les a marqués particulièrement. Je ne dis pas la plus terrible ou la plus... Non, une histoire qui leur vient à l'esprit. Alors, je sais que pour Jacques Dallest, par exemple, c'est forcément l'affaire Maëlys, parce que ça a été la dernière affaire de sa vie professionnelle avant de prendre sa retraite. Il s'est occupé de l'affaire quand il était procureur. Il a été avocat général au procès. Enfin bon, cette affaire a occupé plusieurs années de sa vie. À d'autres invités... Et notamment, j'ai un trou là, vous savez, ça arrive. Ça arrive totalement, ça m'arrive très souvent. Bon, on a parmi les invités la directrice du labo de police scientifique de Paris, à qui je vais demander également la même question. Je vais poser la même question. Christelle Sierre-Coupé. Oui, merci. Je suis désolé, Christelle, si tu... On l'embrasse bien fort, Christelle. Bon, voilà.
et qui va raconter une histoire formidable concernant sa spécialité. Mais j'en dis pas plus. Vous avez trop teasé Jacques Pradel. Non, je peux pas. Ah, je peux c'est pas en vilain. dire. Non, je peux pas. La seule chose que je peux dire, c'est que elle a fait un bouquin qui s'appelle Le crime parfait n'existe pas. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec elle là-dessus, mais en parlant de la police scientifique qui effectivement rend le crime parfait de plus en plus difficile à faire impunément. Bon, mais là, elle va raconter une histoire où la science avait fait son travail, c'est-à-dire les ADN étaient là. Bon, mais dans le FNAEG, le fameux fichier automatisé des empreintes génétiques, il n'y avait pas de match, comme disent les enquêteurs. Donc bon. on ne savait pas qui était la personne. On ne savait pas qui était. Et à ce moment-là, un enquêteur de la police judiciaire lui dit, mais de toute façon, l'homme qui a été victime c'était un parpaing qui était tombé d'un immeuble volontairement, évidemment, sur un policier, et on avait relevé des ADN, donc l'ADN de la personne qui avait jeté le parpaing. Et ce policier lui dit, mais moi j'ai une idée, et l'affaire a été résolue grâce à lui. Je ne dirai pas. On va venir, Jacques Pradel, c'est trop bien teasé. Voilà. Et puis on va parler des crimes dans l'histoire aussi, avec Philippe Charlier notamment. On va parler avec le commissaire Marley, qui a été le patron de l'identité judiciaire, c'est-à-dire la police scientifique de terrain pour Paris, qu'on appelle l'IJ. Bon. Et lui, il va nous raconter son parcours dans la police. Il a été d'abord commissaire de quartier. Et quand il était commissaire de quartier, on l'appelle pour un meurtre. On appelle toujours le commissaire. Il vient et il va s'apercevoir très rapidement que cette victime de ce meurtre était la première victime de Thierry Paulin, qui a tué quand même 27 vieilles dames au cours de sa carrière, si j'ose dire. Jacques Pradel, votre histoire marquante à vous, on peut vous la demander ? Oui, c'est une histoire terrible, parce que c'est un petit garçon dont on va découvrir, flottant dans la Tamise, le torse au cours du mois de septembre 2001, à Londres. Donc, il y a quelqu'un qui se balade sur le pont de la Tamise et qui voit quelque chose qui flotte. Il se dit, mais quelqu'un est tombé à l'eau, quoi. Il y a une tache orange. Et on va trouver, alors c'est le côté terrible, n'écoutez pas les 10 secondes qui suivent, on a retrouvé que le torse, main coupée, tête coupée, jambes coupées, d'un enfant de 7 ans, et c'est une estimation, vêtu d'un short orange. Et il s'agit d'un crime rituel dont l'enquête réussira à éclaircir les mobiles et dont la police scientifique permettra, aidée d'un spécialiste des religions tribales africaines, ils réussiront à localiser le village d'où vient l'enfant au fin fond de l'Afrique, et pourquoi on a retrouvé son cadavre flottant à Londres, dans la Tamise. C'est une histoire qui a pris la brigade criminelle de Londres pendant plus de 20 ans, qui n'a été que partiellement résolue. Donc on a compris ce qui s'était passé, on connaît les coupables, on sait qu'il y avait un réseau de traite d'enfants qui amenait des enfants d'Afrique en Occident, mais la justice britannique n'a jamais réussi à trouver les preuves pour que l'auteur de cette abomination soit condamné. Voilà. Jacques Pradel, forcément, c'est très compliqué de réagir après ce que vous venez de nous dire, parce qu'on ne peut pas dire que c'est fantastique, évidemment, mais ça donne très envie de venir entendre ces histoires que vous racontez si bien.
c'est un événement qui fonctionne très bien, puisque la dernière fois que vous l'avez fait, il y avait plus de 2500 participants en présentiel sur cet événement-là. Vous réitérez l'expérience. J'ai envie de vous amener sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, dont vous parlerez très certainement, puisque vous allez parler de beaucoup de sujets, du déclenchement de l'enquête, de la police scientifique, de la médecine légale et d'autres sujets. Est-ce que l'affaire Sarah Halimi sera traitée dans votre congrès et est-ce que vous connaissez ce dossier-là ? Oui, alors évidemment, comme tout le monde, j'ai retenu de l'affaire Halimi que je n'ai pas raconté, je n'ai pas fait d'émission particulière sur ce sujet parce qu'à l'époque, j'avais plus d'émission de radio. Bon, j'ai retenu de cette affaire que le coupable, l'assassin, le tueur, avait tué et que les experts avaient expliqué au procès que peut-être il s'agirait, ou qu'il s'agirait certainement, d'ailleurs, je ne veux pas... c'est un souvenir dont je parle, qu'une consommation abusive de cannabis avait pu provoquer l'état dans lequel il aurait tué cette malheureuse et que sa responsabilité n'était pas engagée. Exactement. Et c'est un scandale, quoi. Mais ça veut dire que la police scientifique, la psychiatrie et la justice ne sont pas capables de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Voilà. Et j'en profiterai, puisque vous m'en donnez l'occasion, je poserai certainement la question, parce que je vais avoir une conversation assez longue avec Jean-Louis Périès. Jean-Louis Périès a été le président de la cour d'assises spéciale qui a jugé les attentats de 2015, dont le Bataclan, etc. Le Stade de France, bon. Salah Abdeslam. Et je lui posais la question pour savoir ce qu'il pensait de l'oralité des débats. C'est-à-dire que les jurés, alors là, il s'agissait d'une cour d'assises spéciale, donc avec des magistrats professionnels, mais tous les magistrats n'ont pas eu connaissance de tous les éléments du dossier. Il y avait près de 500 tomes. Et dans une cour d'assises normale, tout ce qui se dit, et on le rappelle aux jurés, tout ce qui se dit sera dit pour qu'ils puissent fonder leur intime conviction. Mais c'est pas scientifique du tout. Oui. On est loin. Bon, voilà. Donc, l'oralité des débats me paraît quand même un sujet de conversation. Jacques Pradel, j'ai tellement de choses à vous dire, mais le temps file, donc je dois passer à la suite de cette émission avec une note plus légère. On va passer à la musique, mais juste avant cela, j'aimerais juste vous poser une question, vous me dites oui ou non. Pour vous, dans le cas d'un procès comme celui-ci, quand il y a une altération du discernement jugée par un expert psychiatre, oui, et un autre qui vient de dire que c'est une abolition et qu'il y a donc une problématique entre ces deux expertises, est-ce que dans ces cas-là, on ne part pas plutôt sur un procès plutôt que rien du tout pour vous? Non, c'est-à-dire que en général, quand une expertise n'aboutit pas à ce que pense la partie civile, par exemple, elle peut demander une contre-expertise. Oui. Bien sûr. Mais vous savez bien qu'il n'y en a pas deux qui oui, disent la même chose. Et en même temps, alors, tout dépend parce que c'est quand même le président qui juge. Le président de la cour d'assises qui juge, et je ne ferai pas injure à ceux qui vont être mes invités en disant qu'il y a des bons présidents et des mauvais présidents. On en parlera en off, Jacques Pradel. Tout de suite, une note de légèreté avec Fabien Martin qui nous parle musique. Bonjour Fabien. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour. En matière de crime, s'il y a bien un endroit qui fait rêver, c'est quand même les États-Unis. On peut leur reprocher bien des choses, mais il faut reconnaître que sur ce point, ils sont imbattables. En musique, ils savent y faire aussi. Et c'est donc là-bas que je vous emmène cette semaine, l'Amérique de la côte ouest et de ses rêves délétères, pour vous parler d'un chanteur célébré dans son pays et un petit peu sous-estimé dans le nôtre, Father John Misty. They never turn the cameras on. Fils de pasteur évangélique, Joshua Tillman, de son vrai nom, grandit dans un environnement religieux strict
Il crée ce personnage ambigu de Father John Misty le jour où il perd justement la foi sur les hauteurs de Laurel Canyon, un quartier mythique de la Californie où sont nées dans les années 70 quelques-unes des plus grandes figures de la folk. Depuis, il explore l'Amérique contemporaine et ses travers, la célébrité, l'amour, l'ego, la conscience de soi avec une plume trempée dans le poison et une musicalité redoutable. 6 albums en moins de 12 ans, des collaborations avec Kid Cudi, Beyoncé et surtout Lana Del Rey avec qui il écrit un morceau d'une beauté sans pareille. Ça s'appelle Let the Light In et c'est sur le dernier album de la demoiselle. Oh là là, c'est magnifique. J'adore vous faire plaisir. Par contre, si vous aimez les choses bien rangées, les trains qui arrivent à l'heure, et que vous respectez religieusement les dates de péremption sur vos petits Suisses 0%, je vous le dis tout de suite, vous risquez de ne pas aimer Father John Misty. Il faut dire qu'à une époque de sa vie où il se sentait invisible, incompris, ce personnage lui a permis toutes sortes d'extravagances, quelques provocations, pas mal de sorties de route et surtout des fulgurances musicales à l'image du dernier single qui vient de paraître. Son dernier album, Mash Mashana. Vous voulez essayer de le dire, Cyrielle? Mash Mashana. Pas mal, bravo. Ouais, écoutez, on connaît l'hébreu ici. Professionnel. C'est une sorte de méditation musicale sur la finitude, l'identité et la dissolution de soi. Tillman dit avoir voulu faire un album comme une expérience d'effacement, en regardant ce qui arrive quand un artiste disparaît derrière sa musique. Et ça donne une ouverture d'album totalement dantesque. 9 minutes d'un magma et d'une montée en puissance hors norme. Une sorte de boléro de Ravel, version pop moderne, avec un climax de cordes, de cuivre, de piano, joué par un orchestre en plein déluge. Ça transpire, on peut le dire. Cousin de Leonard Cohen, de Beck, fils émancipé de Bob Dylan, Father John Misty donne cette impression étrange que tout va bien, alors que rien ne va plus. Ou peut-être est-ce l'inverse? Cyrielle, Jacques, attention de ne pas tomber sur ce genre de gars au coin d'une rue. Il pourrait très bien vous agresser avec sa guitare et vous délester de vos anciens vous-même qui vous encombrent et de toutes ces casseroles que l'on traîne derrière nous. Bref, que de bonnes nouvelles. Car si Father John Misty a perdu la foi, il n'a jamais perdu sa fascination pour le sacré. Et en l'écoutant, je me dis qu'on ne parle peut-être jamais aussi bien à Dieu que le jour où l'on a cessé d'y croire. Waouh, merci beaucoup Fabien Martin. Mais je me permets, entre Mash Mashana et puis Joshua Tillman, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas un peu juif, votre artiste? Alors c'est probable, en tout cas, Mash Mashana veut dire grand lieu de crémation en hindou. Voilà. Mais la crémation, ça peut être quelque chose de totalement symbolique. Voilà. Il y a une chanson chez nous, c'est Mashana. Je vais faire mes recherches. Donc on n'est pas très loin. Allez, chercher. Allez, tout de suite, c'est la chronique littéraire avec Annabelle Chakmes. J'aime lire. Bonjour Annabelle. Bonjour Monsieur Pradel. Alors, connaissez-vous Bonjour. Connaissez-vous le true crime? Vous savez, ce style littéraire entre le journalisme, l'enquête et la narration romanesque. Ce genre qui permet de raconter des crimes réels la plupart du temps, avec une vraie tension dramatique, des portraits psychologiques et des scènes détaillées. Eh bien, je vais vous avouer une chose, c'est mon péché mignon. Parce que ce registre s'aventure dans ce dont on parle rarement, c'est-à-dire les tréfonds de l'âme humaine. Et vous avez donc choisi de nous parler aujourd'hui de l'ouvrage Anatomie d'une haine de Bertrand Puart aux éditions Darkside. Tout à fait. Ce livre revient sur un des faits divers qui a marqué le début des années 2000. Puisque, souvenez-vous,
En avril 2003, une famille disparaît de son chalet du Grand Bornand en Haute-Savoie. Oui. Xavier Flactif, promoteur immobilier, sa compagne et leurs 3 enfants s'évaporent du jour au lendemain. Très vite, le mystère s'installe. Est-ce une fuite volontaire ou un drame silencieux? L'enquête révélera une finalité bien plus sordide. Que vous connaissez bien, Jacques Pradel. Ah ben, non seulement je connais bien, mais je vais peut-être vous faire plaisir. Mais vous me... C'est la première histoire qu'on va évoquer le soir, le vendredi 27 mars, avec mon co-présentateur, le général François Daoust, parce que cette histoire, pour les gendarmes, c'est un véritable cas d'école. Ah, je suis d'accord. Parce que c'est un petit garçon dont la famille était recomposée. Il va voir son beau-père et sa mère au Grand Bornand. Tout à fait. Pour les vacances. Et quand il arrive, la maison est vide. Apparemment, il sonne, personne ne répond. Il téléphone à toute sa famille qui est dans le nord de la France. On lui dit, non, on n'a pas de nouvelles de la famille. C'est le début de l'affaire Flactif. Exactement. Et ensuite, je vais pas vous... Ah non, Pas tout mais révéler. moi j'adore. Parce que je connais le livre aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Et j'ai Génial. rencontré l'auteur dans un salon du livre et on a beaucoup parlé. Mais je terminerai en disant pourquoi c'est une affaire emblématique pour la gendarmerie nationale. C'est parce que quand les sections de gendarmerie qui étaient chargées de l'enquête dans le coin, en Isère, ont constaté que c'était une affaire certainement beaucoup plus complexe qu'il ne paraissait. C'était pas une simple disparition, parce que évidemment on a dit le pique-pendre des victimes au début. Ils ont fait appel à l'IRCGN. L'IRCGN, c'est les experts de la gendarmerie qui ont envoyé, sans tambour et sans trompette, travailler dans cette maison pendant 2 mois un certain nombre de spécialistes, les spécialistes ADN, les spécialistes des taches de sang, les spécialistes, il y avait même un dentiste, etc. Et en moins de 2 mois, ils ont réussi à prouver qu'il s'agissait d'un assassinat tragique, d'un quintuple assassinat tragique, et ils ont trouvé tous les ADN des 5 membres de la famille, et ils ont trouvé un ADN numéro 6. Et l'ADN numéro 6, ça a matché, comme on dit, comme on disait tout à l'heure. Moi, je n'ai pas spoilé, je n'ai pas dit qui était l'ADN numéro 6. Avec, je ne vais pas prononcer son nom, mais avec l'ADN du responsable de ce massacre. Voilà. Alors, pour connaître toute cette affaire, on va venir vous voir, évidemment, Jacques Pradel. Pradel. La lecture de ce livre qui est formidable, Anatomie d'une haine. Et on lit ce livre, Anatomie d'une haine, roman sur l'affaire Flactif. Comment s'y prend justement alors Bertrand Puart pour nous tenir en haleine? Alors, en réalité, comme l'a dit Monsieur Pradel, il ne se contente pas de raconter un crime, il dissèque le quotidien et les mécanismes qui conduisent à l'irréparable. Jalousie dévastatrice, frustration accumulée, tension raciale, ressentiment tenace, peu à peu, il montre comment un homme ordinaire peut basculer. Le livre explore ce moment fragile où la rancœur devient haine et où la haine finit par tout anéantir. Alors la force du texte tient aussi ici à sa forme. L'auteur déroule les faits avec précision, comme un dossier d'enquête. Il décrit une chronologie minutieuse, un contexte social. On a vraiment l'impression d'y être, d'avoir vécu chaque scène qu'il décrit tant il y met du réalisme. On avance pas à pas, comme si on avait suivi l'enquête en direct jusqu'à comprendre comment la tragédie s'est nouée. En conclusion, Annabelle Chakmes. Quand j'ai refermé ce livre, en bonne névrosée ashkénaze que je suis, j'ai pris conscience de pas mal de choses concernant l'espèce humaine. Et surtout me concernant en premier lieu, parce que la Terre aurait pu s'arrêter de tourner, je n'aurais pas lâché cet ouvrage. Et je me suis demandé si cette troublante fascination, parfois teintée d'un peu de voyeurisme, on va être honnête, pour ces drames humains, si vouloir en connaître tous les détails, les regarder d'aussi près, ce n'était pas finalement une façon d'essayer de s'en protéger. Et j'ai aussi réalisé, grâce à cette affaire criminelle hors norme, combien un ego blessé, nourri de frustration et de jalousie, peut lentement transformer un homme, allant jusqu'à l'entraîner dans des abîmes dont il ne mesure pas lui-même la profondeur.
Anatomie d'une haine de Bertrand Puard aux éditions Darkside dans toutes les bonnes librairies. Si vous me le prêtez, je le prends, Annabelle Chakmel. Je vous le rends, c'est promis. même. Ah, quel beau cadeau. Ma mère sera ravie, je lirai juste avant. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Psychologique. Et oui, Bon. oui, on ne pouvait pas y couper, Jacques Pradel. Tout de suite, c'est votre portrait dans le regard de Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Jacques. Bonjour, Christian. Bon, c'est pas l'heure du crime, c'est la minute du psy en fait. Oui, d'accord. Et, Vous êtes psy vous-même oui. Oui. Et pendant toute l'émission, je vous ai pas perdu de vue. D'accord. Alors je vois ce petit garçon qui Oui. est sage, Oui. qui a pas le droit trop d'en dire, Oui. et qu'on dirait même sage comme une image, puisqu'il Wow. finit sur une photo. Eh ben oui, absolument. Et il fait son parcours, il fait le parcours qu'on lui demande de faire parce qu'il faut le faire. Oui. Et puis il y a cette rencontre avec ces événements qui vous permettent de rencontrer la radio. Ouais. Et la radio, c'est le passage, avec beaucoup de bienveillance, de sage à bavard. Ça veut dire de celui qui est en retrait et qui observe, C'est vrai. à celui qui raconte, celui qui dit. Et en fait, et ce passage à la radio, il y a aussi ce côté avec Dolto qui m'a permis justement de grandir et d'avoir cette maturité émotionnelle et ce retour sur mes propres émotions. Alors je vois en vous quelqu'un de très curieux, qui est un moteur, cette curiosité, cette fascination pour l'espèce humaine et pour le comportement, comprendre, mais sans passer à l'acte, ce besoin d'enquête, ce qui donne de la dopamine, ce qui permet d'alimenter le circuit de la récompense, et puis de baisser ses incertitudes et de comprendre pourquoi les gens agissent comme cela. Comme vous nous le dites, le fantasme des réponses. Avec ce goût du détail, parce qu'on voit que vous êtes pointilleux, vous êtes patient, vous êtes persévérant, un vrai investigateur sur le comment pour trouver le pourquoi. Et puis il y a cet intérêt pour ces zones d'ombre que vous nous avez un petit peu dit, ça veut dire ces mystères, ces énigmes, ces mécanismes. Et puis une tolérance à l'ambiguïté et à l'inquiétant. Et tout ça, il faut se donner plus de temps. Et c'est pour ça qu'il faut doubler la durée de prescription. Alors il y a de l'empathie pour vous, pour les victimes, pour les familles, pour les gens qui vivent tous ces drames, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça veut dire comprendre, parce que ça leur permet de guérir, et puis comprendre aussi comment une enquête fonctionne et comment ils ne sont pas abandonnés. Alors, même s'il y a ce passage à l'acte, qui est toujours un mystère et qu'en psychologie, en psychiatrie, on peut pouvoir expliquer, sur Radio J aujourd'hui, on a vu de vous qu'il y avait une double dynamique. Il y avait cette curiosité, Oui. cette façon psychologique d'essayer de comprendre l'âme humaine, ses mécanismes, de donner du sens à l'incompréhensible. Et puis, à votre côté narrateur, conteur, médiateur. Et puis, il y a ce côté pudique, où il y a du mal à parler de vous. Vous êtes très éloquent pour parler des autres et des histoires des autres, mais c'est très compliqué de parler de vous. Et il y a sûrement un mystère qui vous a donné envie de trouver les mystères des autres. Alors je dirais que vous n'êtes pas seulement un journaliste de faits divers, mais un détective du corps humain. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Mais avec vous, c'est pas seulement un métier, c'est aussi une manière de regarder les autres avec attention. Merci beaucoup. Rien à dire, rien à retirer et rien à ajouter, évidemment, mais ça vous étonne pas. Bravo, Merci. en tout cas. Bravo. Merci Christian Richomme, Merci. notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Jacques Pradel. Vous êtes venu nous voir pour l'univers du crime, le passage à l'acte, une soirée exceptionnelle qui aura lieu le 27 mars au cinéma CGR Port des Lilas, où les plus grands experts seront réunis pour décrypter les affaires les plus marquantes. Toutes les infos sur universducrime.com. Merci Jacques Pradel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Éric Emmanuel Schmitt pour Juste après Dieu, il y a Papa aux éditions Albin Michel. À demain sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains
à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J.